Je me suis engagé dans les armées, c'est parce que je voulais servir la France. Voilà. Et une fois que j'étais dans les armées, j'avais l'occasion de servir les autres en exerçant dans une arme de soutien. Et donc c'est ce double service que je trouve très intéressant, même si on est souvent dans l'ombre, mais ça on l'accepte en fait d'emblée parce que les opérations, elles ne brillent que par le succès des opérations et qui sont plus dans le fait guerrier. Et pour le coup, le soutien apparaît peu dans le fait guerrier, mais le fait guerrier n'est possible que parce que le soutien est présent. Et ensuite, il y a un aspect très pragmatique, c'est que contrairement à mon camarade de l'infanterie, qui est l'arme au pied face à l'Est en attendant que ça débouche, au quotidien, je remplissais ma mission de soutien. Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité. Cette semaine, nous avons rendez-vous avec le chef de corps du 9e RSAM, le régiment de soutien aéromobile basé à Montauban. Avec lui, nous allons parler de l'importance cruciale de la maintenance dans l'armée de terre, notamment celle des hélicoptères de combat. N'oubliez pas de vous abonner au podcast ainsi qu'à notre magazine papier en vous rendant sur le site defensezone.com. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour mon colonel, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bonjour, je suis le colonel Thibaut Ravel, je commande depuis juillet 2023 le 9e régiment de soutien aéromobile installé à Montauban, composé de 500 personnes qui agissent dans le champ de la maintenance et de la logistique aéronautique, mais également avec des vecteurs aériens que sont les Pilatus PC-6. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours, de comment vous en êtes arrivé jusqu'à ce poste ? Alors c'est un parcours assez classique d'un officier de l'armée de terre. Après 3 ans de scolarité à Saint-Cyr, je me suis spécialisé dans la maintenance et notamment dans la maintenance aéronautique. J'ai fait toute ma première partie de carrière en régiment d'hélicoptères de combat. Aussi c'est au 1er HC où j'ai fait du soutien Puma, Gazelle et Cougar, à la fois en métropole et en opération. À l'issue de 3 ans de commandement d'escadrille de maintenance au 1er régiment d'hélicoptères de combat, j'ai eu l'occasion de servir au centre de planification et de conduite des opérations à l'état-major des armées, en qualité de traitant J3 Europe, puis J5 Europe, et ça donc pendant 4 ans. Dans le même temps, j'ai préparé le concours de l'école de guerre, que j'ai obtenu. Je suis parti en scolarité donc entre 2016 et 2018. À l'issue de cette scolarité, j'ai servi aux écoles militaires de Bourges en qualité de commandant de la division d'application qui forme tous les officiers de maintenance dont a besoin l'armée de terre. Ensuite, en 2019, j'ai rejoint pour une première fois le 9e RSAM en qualité de chef du bureau maintenance opération instruction. Poste sur lequel j'ai exercé pendant 2 ans, avant de rejoindre la direction de la maintenance aéronautique en qualité de responsable du projet Tigre, donc qui permet en fait d'ouvrir un petit peu les perspectives d'un officier mécanicien au champ budgétaire et contractuel, pour compléter l'expérience dans les champs techniques et logistiques que j'avais pu développer en première partie de carrière. Et donc j'ai pris le commandement du 9e RSAM le 5 juillet dernier, pour mon plus grand plaisir. Ouais, ça fait partie un peu des questions que j'allais vous poser. C'est quelque chose que vous avez souhaité depuis le début en sortant de Saint-Cyr. Vous saviez que vous vouliez aller dans ce genre de régiment, dans la logistique par exemple ? En fait, en sortant de Saint-Cyr, quand j'ai choisi la maintenance, en fait, quelle que soit la fonction opérationnelle que j'ai choisie, je suis rentré à Saint-Cyr parce que je voulais commander. Donc j'ai commandé mon peloton, jeune lieutenant, j'ai commandé une escadrille de maintenance comme capitaine. La suite logique, en fait, c'était de commander un régiment. Donc pour ça, il fallait passer par le concours de l'école de guerre. J'ai été particulièrement bien encadré par mes chefs pour me permettre de réussir ce concours qui est connu pour être difficile. J'ai eu l'opportunité derrière de me positionner pour le commandement du régiment. Dans la maintenance aéronautique, la seule unité de niveau régimentaire étant le 9e RSAM, j'avais aussi la légitimité pour prendre ce poste, même si j'aurais pu commander un régiment du matériel et assurer mon commandement dans la chaîne du maintien en condition opérationnelle terrestre. Voilà.
Et mon expérience dans le domaine aéronautique me plaçait assez légitimement à la tête du 9e RSAM, où j'ai retrouvé d'ailleurs un certain nombre de subordonnés que j'ai croisés au gré des opérations que j'ai pu conduire, ou en métropole dans les 2 régiments d'hélicoptères de combat dans lesquels j'ai eu l'honneur de servir. Pourquoi ce choix de la maintenance ? Pourquoi ce choix de la maintenance ? En fait, il y a 2 raisons. Il y a une raison un petit peu haute, c'est-à-dire qu'en fait, dans la maintenance, on double le service. C'est-à-dire que quand je me suis engagé dans les armées, c'est parce que je voulais servir la France. Voilà. Et une fois que j'étais dans les armées, j'avais l'occasion de servir les autres en exerçant dans une arme de soutien. Et donc c'est ce double service que je trouve très intéressant, même si on est souvent dans l'ombre, mais ça on l'accepte en fait d'emblée parce que les opérations, elles ne brillent que par le succès des opérations et qui sont plus dans le fait guerrier. Et pour le coup, le soutien apparaît peu dans le fait guerrier, mais le fait guerrier n'est possible que parce que le soutien est présent. Et ensuite, il y a un aspect très pragmatique, c'est que contrairement à mon camarade de l'infanterie, qui est l'arme au pied face à l'Est en attendant que ça débouche, au quotidien, je remplissais ma mission de soutien. C'est-à-dire que dès le temps de paix, j'exerçais des fonctions, que ce soit de commandement classique ou dans le champ technique. Je savais que j'allais exercer les mêmes fonctions en métropole qu'en OPEX. Voilà. Et donc ça n'a pas de prix en fait, parce que je savais que j'étais utile en permanence. Il n'y avait pas de temps d'attente. Mon double service, il était présent en fait au quotidien en métropole comme en opération. Vous l'avez dit, vous êtes un peu dans l'ombre des opérations. Il y a aussi un côté un peu ingrat peut-être d'être dans ce genre de spécialité. Comment on le vit et qu'est-ce qu'on se dit justement pour pallier à ça ? Et peut-être que les gens qui nous écoutent, qui feraient le choix ou qui hésitent peut-être avec ces spécialités pourraient se dire. Ce que j'évoquais tout à l'heure, on revient sur le principe de base que le fait guerrier n'est possible que parce qu'il y a un soutien derrière. Beaucoup de camarades de promotion des armes de mêlée m'ont dit « Je suis aujourd'hui pour faire un retour d'expérience sur telle opération parce que j'ai un tigre qui est venu survoler mon convoi, ma FOB, et qui a engagé le feu pour sauver ma section, ma compagnie. J'ai une patrouille de Caïmans qui est venue déposer des renforts, qui est venue déposer du ravitaillement en munitions, en eau, en rations de combat, et qui a permis en fait à la manœuvre de déboucher. Voilà. Et moi, quand je dis ça, je dis à mes subordonnés, vous voyez, on a sauvé des vies parce que on a régénéré le potentiel, parce qu'on a réparé le potentiel sur ces aéronefs. Et donc ça donne vraiment du sens à l'action. C'est pas, en fait, le mécanicien, il est pas là juste. Le mécanicien, c'est un orfèvre. Il est capable, en fait, de faire des tours de magie pour permettre à ces hélicoptères de voler, qui est déjà une sorte de magie en soi que de faire décoller en mode vertical des aéronefs. Et donc, en expliquant au mécanicien ce que son action de soutien, de réparation ou de régénération a permis sur le terrain, là, ça donne du sens à l'action, ça donne de la valeur en fait à cette action de soutien, qui est certes dans l'ombre, mais qui est primordiale. Et on l'explique justement en illustrant avec des faits au combat. Est-ce que l'actualité ne vient pas aussi renforcer ça, dans le sens où tout le monde regarde depuis 2 ans maintenant les combats en Ukraine. On comprend que la logistique est un élément central, côté russe et côté ukrainien aussi. Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous, dans votre vision de votre métier ou dans votre façon de commander ? C'est pas un changement fondamental en soi, parce que le paradigme en fait de la haute intensité est déjà présent quand même depuis quelques années dans les armées. En revanche, ça a renforcé ma conviction qu'il fallait transformer l'action du régiment
pour permettre d'agir justement en haute intensité, comme vous l'évoquiez, avec des vecteurs logistiques, avec des capacités durcies d'intervenir et d'assurer cette mission de soutien dans un contexte justement qui soit non permissif. Et donc c'était vraiment, mon affectation au CPCO sur lequel j'ai pu traiter du sujet ukrainien m'a mis très tôt en fait, m'a baigné très tôt dans l'identification des capacités qui étaient faibles ou inexistantes au sein des armées, au sein de l'armée de terre et plus particulièrement au sein de la LAT, voilà, pour quand j'ai pris la direction de Montauban et comme chef opération, puis comme chef de corps du 9e RSAM, j'ai pu identifier exactement où je voulais emmener le régiment, certes avec beaucoup d'ambition, mais une ambition qui est portée par le fait que le CEMAT veut qu'on soit prêt dès ce soir à s'engager en opération d'envergure. Et donc pour cela, il faut doter le régiment des capacités d'acheminement, d'implantation, de transport du matériel logistique qui est nécessaire à assurer le soutien de la 4e brigade d'aérocombat que le régiment s'apprête à rejoindre. En fait, le régiment, il doit être capable, au même titre qu'un régiment du matériel qui soutient une brigade interarmes, le régiment, il doit être capable de s'adapter à la fulgurance de la manœuvre d'aérocombat que la 4e brigade propose comme effet à l'armée de terre. Et donc pour ça, il faut que je sois capable en fait de manœuvrer en arrière de la brigade pour assurer en fait la relance de l'action aéromobile dans la durée. Donc ça veut dire qu'il faut être capable de déployer le régiment sur une zone fonctionnelle maintenance à côté de mes camarades des autres régiments du matériel pour appuyer les escadrilles de maintenance des régiments d'hélicoptères qui seront engagés en avant. C'est vraiment ce plot central de maintenance que le régiment va fournir dans une opération d'envergure où la brigade sera amenée, quelle que soit sa configuration d'engagement, sera amenée à être déployée. J'ai pu visiter un petit peu vos infrastructures et voir qu'il y avait il y a différents plots logistiques et on voit avec les petits écriteaux que vous avez pu intervenir dans 4 coins du monde, notamment les derniers théâtres au Sahel. Maintenant, avec l'arrêt des OPEX au Sahel, ou en tout cas la reconfiguration, comment ça se passe concrètement ici pour vous en Montauban ? Alors déjà pour revenir sur l'engagement de ces dernières années, en fait l'engagement du personnel du régiment dans les différentes opérations, principalement effectivement au Sahel, mais pas que, a permis en fait de conforter aussi la transformation que j'évoquais du régiment. C'est-à-dire qu'on est passé d'une logique où on renforçait la brigade dans son engagement avec des individualités, où on a pu basculer une logique de modules, c'est-à-dire qu'on propose des modules de maintenance au général commandant de la brigade sur les théâtres. On l'a joué au Sahel avec des modules Caïman complets qui sont capables en fait de faire des opérations coup de poing de régénération sur les Caïmans. On l'a joué dans le domaine logistique en proposant depuis 3 ans la mise à disposition à chaque déploiement de l'autre déploiement avec un logisticien qui est capable en fait d'animer ce plot logistique au profit de l'unité qui est soutenue. Donc il y a cette montée en gamme en fait du régiment dans la projection de son personnel et de ses modules. Aujourd'hui, la dynamique elle est pas perdue parce que le rythme de préparation opérationnelle de l'armée de terre fait que les exercices majeurs dans lesquels la brigade sera engagée, le régiment sera forcément dessus à une échelle qui ne va aller que grandir. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, on doit être prêt dès ce soir. Donc toutes les occasions sont bonnes pour déployer un module Tigre, un module Caïman, les deux en même temps, un module Cougar avec ces 2 modules, tout ça avec un module logistique associé,
Voilà. Donc soit tous ces modules pris séparément au profit d'une action régimentaire, soit l'ensemble, je pense à l'exercice Baccarat 2024, qui sera l'exercice majeur de la brigade, dans lequel il est envisagé de déployer les capacités du régiment, donc maintenance, logistique et avion, voilà, pour participer à la manœuvre de soutien de la brigade et donc de permettre de relancer son action dès le lendemain. C'est-à-dire qu'on n'attend pas la fin de l'exercice pour dire voilà, on a fait 10 jours d'exercice, on a utilisé les aéronefs rentrent dans l'atelier et on relance l'action 10 jours après, une fois qu'on a réparé ou fait des entretiens préventifs sur les aéronefs. L'idée, c'est bien en conduite. Voilà, si au bout de 24 heures on a 2 tigres en panne, eh ben on les répare immédiatement pour les remettre dans l'action de la brigade au plus tôt et ne pas gêner justement la manœuvre de la brigade par des problématiques de soutien. Voilà, nous, c'est rendre fluide en fait la manœuvre de la brigade. Et le général en fait qui commande la brigade, lui, il doit pas se poser la question, il doit pas considérer le soutien comme étant un problème. Donc on doit être présent en appui des différents régiments pour faciliter et la logistique et la maintenance de l'ensemble des matériels de la brigade. C'est quoi la différence entre un mécanicien ici à Montauban et un mécanicien dans un régiment d'hélicoptères de combat ? Le mécanicien à Montauban est bien meilleur que dans les autres régiments. Non, la différence, c'est la différence. Ils sont formés exactement de la même façon. Donc ils ont les mêmes compétences de base. Ensuite, ce que le mécanicien du 9 a en plus, c'est 2 choses. La première, c'est que généralement, il est qualifié sur plusieurs types d'aéronefs. Donc ça lui donne une polyvalence que les régiments d'hélicoptères n'ont pas. C'est-à-dire qu'un mécanicien, je peux prendre un mécanicien du 1er HC par exemple, le régiment dans lequel j'ai servi plusieurs années, donc je me permets de non pas de parler à la place de mon homologue, mais de partager mon expérience au sein d'un régiment. Le mécanicien, il était soit Tigre, soit Caïman. Voilà. Aujourd'hui, c'est ça. Un mécanicien au 9, il peut être qualifié et Gazelle et Cougar, et Tigre et Gazelle, et Cougar et Caïman. Voilà, il a généralement 2, voire 3 qualifications techniques qui lui permettent d'intervenir sur ces différents porteurs. Donc une vraie souplesse d'emploi. La deuxième chose qu'il a en plus, c'est qu'une des missions de soutien centralisé que détient le régiment, c'est d'assurer la perception des aéronefs auprès des industriels, tant privés que étatiques. Qu'est-ce qu'une perception ? Une perception, c'est à l'issue d'un entretien longue durée ou d'un chantier industriel, il y a une équipe étatique qui vient vérifier que l'aéronef est à nouveau opérationnel. Donc il y a un certain nombre de vérifications visuelles notamment, un vol de bon fonctionnement, et une fois que ça s'est fait, on convoie l'aéronef dans l'unité d'affectation. Et donc ce contact auprès de nos industriels avec qui nous travaillons donne en fait un petit plus technique sur la connaissance, sur une connaissance approfondie de l'aéronef. Voilà la différence. Mais de base, le mécanicien du 9, il peut être projeté au fin fond du Sahel pour faire du soutien Tigre, au même titre que celui du RHC. Et c'est bien justement sur le format de projection que j'évoquais, où on mettait le régiment en déploiement dans la zone fonctionnelle maintenance de la division ou de la brigade en fonction du format de projection qui est choisi. Voilà. Et on fera en fait la différence aussi qu'on fera une fois projeté, c'est le régiment va se spécialiser dans la réparation des dommages de combat. Et j'évoquais l'aspect capacitaire tout à l'heure, mais ça c'est un vrai sujet pour le régiment, c'est la capacité d'évacuation de ces aéronefs endommagés. Aujourd'hui, on a des aéronefs qui coûtent des dizaines de millions d'euros. Un aéronef à 30 millions d'euros qui est une passoire, même si c'est une passoire, je la laisse pas sur le terrain. Soit je la répare sur place, in situ, et ça c'est la capacité à la fois des RHC et du 9 d'être capable de le faire. Mais aujourd'hui, on le sait qu'en conflit de haute intensité, on ne peut pas se permettre de rester
plus de 2 heures sur le site. Déjà 2 heures, c'est quand même très très long quand on est sous le feu. Et donc ça veut dire avoir une capacité sous blindage d'évacuer l'aéronef, ça veut dire remorque porte-aéronef, qui ressemble schématiquement à des remorques porte-blindées, voilà, pour amener sur le site où le neuf assure sa maintenance, voilà, et développer donc ces capacités de réparation de dommages de combat sur le théâtre, et non pas faire appel à un industriel. Vous savez très bien que rapatrier un aéronef endommagé d'un théâtre, ça coûte extrêmement cher, parce que généralement ça se fait par avion. Voilà, et après qu'on rentre dans un cycle d'expertise technique, conduite conjointement par la DGA et Airbus Hélicoptères, dont les délais ne sont pas maîtrisables par l'armée de terre. Voilà, donc l'idée, c'est bien, pour pouvoir encore une fois régénérer et relancer l'action de la brigade, c'est réparer au plus près en fait du théâtre. Et ça, c'est capacité d'évacuation, capacité technique de réparer un certain nombre de dommages. Donc ça, c'est une capacité qu'on est en train de développer, d'écrire, voilà, de cadrer pour pouvoir la jouer au-delà de ce qu'on a déjà connu au Sahel, pour essayer de généraliser et d'avoir vraiment quelque chose de cadré qui est aujourd'hui encore un petit peu flou, à la fois dans la documentation technique et dans la capacité du personnel à être autorisé à faire ce type de réparation, qui s'apparente souvent à des réparations de dommages industriels. Quand vous dites écrire, c'est quasiment une doctrine en fait qui est en train d'être écrite. Ça veut dire que les autres armées le font pas, par exemple? Ou est-ce que c'est vrai qu'on a l'image des Américains dans les films qui font exploser la carcasse d'hélico pour pas que les méchants le prennent, mais est-ce que ça se fait déjà? Est-ce qu'il y a des armées qui ont déjà récupéré des appareils sous le feu? Alors, déjà l'armée de terre l'a déjà fait, parce qu'on a eu à la fois en Afghanistan et au Mali des pertes d'aéronefs. Donc certains aéronefs ont été évacués, d'autres ont été détruits sur place et on a ramené juste la carcasse. Quand j'étais engagé en Libye, chaque aéronef a été équipé d'un pot thermique, parce que si l'aéronef posait en Libye, l'équipage avait pour mission de placer le pot thermique sur le moteur et de le percuter pour faire fondre donc la partie moteur et transmission principale. Donc c'est quelque chose qui est préparé en amont, évidemment. Comme je l'évoquais, le prix des hélicoptères de nouvelle génération laisse à penser qu'on ne jouera pas forcément de prime abord, on étudiera l'évacuation. Et donc ça, aujourd'hui, cette capacité réparation dommages de combat, elle existe en interarmée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'armée de l'air, en partenariat avec le service industriel aéronautique, a développé un centre de formation à Clermont-Ferrand sur le sujet de ces réparations dommages de guerre, notamment sur les matériaux composites qui équipent aujourd'hui, que ce soit le Rafale ou le Tir, qui nécessitent des compétences techniques quand même assez particulières. Ensuite, les autres armées, on a toujours l'exemple de l'allié américain, dont la doctrine d'emploi et les capacités ressemblent en fait aux nôtres, à une échelle effectivement moindre, mais en termes de capacité d'aérocombat, les deux aviations légères en fait sont les plus similaires. Voilà. Aucune autre aviation légère de l'armée de terre européenne n'a un spectre aussi large que la latte française. Pour continuer pour élargir un petit peu sur la doctrine d'emploi, effectivement, aujourd'hui, on écrit le manuel d'emploi du régiment, qui devrait sortir l'année prochaine, qui permet justement de cadrer ce que j'évoquais sur le déploiement du régiment en opération. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait quoi faire du régiment en métropole. Les missions sont très très claires post-transformation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les missions évoluent encore et on a une évolution qui est assez lente
qui s'inscrit aussi dans l'évolution de l'armée de terre de combat, qui va pas se faire non plus en 6 mois. Donc parce que derrière ces capacités-là, il y a forcément une richesse humaine qu'il faut adapter. Ce manuel d'emploi, il va au-delà donc de l'écriture des missions en métropole. Il explique exactement comment le régiment devra se positionner dans 2 écosystèmes. Le premier, c'est l'écosystème de l'aérocombat, d'accord, et le second, c'est celui de l'écosystème de la maintenance et de la logistique de théâtre. Et donc nous, on est au cœur des 2 olives, aérocombat et soutien. Et ça, c'est ce qu'on est en train d'écrire pour que on puisse derrière définir le besoin exact et réel du régiment en termes d'équipement, en termes de ressources humaines, en termes de préparation opérationnelle, pour atteindre justement cet horizon qui est celui du soutien de la 4e BAC dans la durée et dans une opération d'envergure. Et je renvoie nos auditeurs sur le magazine de ce mois-ci, au moment où on publie cet épisode, si tout va bien, sur la BAC, sur la brigade aérocombat et un petit peu tout l'historique et les différentes missions qui sont, comme vous l'avez dit, larges et assez variées. Pour revenir sur la question du MCO, du maintien en condition opérationnelle, quel est votre lien ici avec les industriels, en dehors du fait que vous récupérez les appareils pour ensuite les amener dans les régiments? Comment ça se passe au quotidien, vos liens avec les industriels? Aujourd'hui, le lien avec les industriels aéronautiques, globalement, il est assez fort. Il est assez fort parce que la politique du maintien en condition opérationnelle aéronautique a évolué depuis 2018 et s'est très largement tournée vers les industriels. On a notamment confié la gestion d'un certain nombre de stocks de pièces de rechange aux industriels. Donc aujourd'hui, il a fallu, dans les 5 dernières années, il a fallu s'adapter justement à l'arrivée dans le paysage du soutien des industriels, qui étaient déjà présents, mais de manière moins prégnante. Aujourd'hui, sur le quartier, la présence des industriels est permanente dans la gestion des stocks justement des différents porteurs. La présence de l'industriel, il ne faut pas la voir en fait comme une perte de capacité. Aujourd'hui, l'armée de terre, l'ALAT et le régiment détient encore la capacité de soutien bout en bout, d'accord, pour une opération dans laquelle la 4e BAC serait projetée. D'accord. On a gardé l'ensemble en fait des compétences qui permettent ça. Aujourd'hui, c'est plutôt une question de capacité qui freine cette manœuvre plutôt que les compétences. Voilà. Aujourd'hui, on a bien gardé l'ensemble du spectre, justement pour être capable d'assurer ce soutien en opération. Là où l'industriel, en fait, ne reviendrait pas, enfin, ne rejoindrait pas le théâtre, même si on a connu à la fois en Afghanistan et au Sahel, au début des opérations, des techniciens d'Airbus Hélicoptères qui conseillaient en fait les équipes de maintenance parce que le Tigre et le Caïman étaient des aéronefs assez jeunes et dans le cycle de vie d'un aéronef, on a toujours cette phase de maturité dans lequel les faits techniques sont souvent plus présents qu'après quelques années de mise en service. Et donc, l'industriel était présent de cette façon pour répondre plus rapidement. Voilà. Mais aujourd'hui, on a une gamme, l'ALAT a une gamme en fait, d'hélicoptères qui a mûri, notamment sur le plan opérationnel. Hein. Tous les porteurs ont été projetés dans les 10 dernières années. Donc on a plus besoin de cette présence industrielle.
Et surtout, on est capable, en fait, la chaîne maintenance et logistique est suffisamment expérimentée, notamment en opération, en fait, pour être autonome. Voilà, donc, en synthèse, c'est une forte présence, à la fois physique et dans le paysage global du MCO de l'industriel, mais un maintien des compétences au titre de l'engagement en opération. C'est ce qu'il faut retenir dans notre relation avec l'industrie, qui est une relation de confiance, d'ailleurs. Est-ce que c'est pas culturel aussi, dans le sens où la France, par rapport à d'autres alliés, notamment les États-Unis, ont plus tendance à avoir une activité, une présence régalienne sur le MCO. Je pense aux États-Unis, par exemple, qui sur les drones Reaper, à Niamey, par exemple, on voyait plus de contracteurs américains, on les repère assez vite, plutôt que de militaires américains, mais bon, qui sont souvent des anciens militaires, donc l'un dans l'autre, c'est... Mais ce qu'on ne verra pas forcément en France, même si les Reaper, avant que l'armée de l'air récupère la maintenance, c'était aussi des contracteurs américains qui s'en occupaient. Est-ce qu'il y a ce côté aussi, on veut encadrer et on veut que ce soit des militaires qui gèrent la chose militaire de A à Z? Ouais, aujourd'hui, le droit français permet les sociétés militaires privées. Par contre, comme vous dites, culturellement, et aussi parce qu'on a cette armée professionnelle depuis quasiment 30 ans, fait qu'on a tendance, en fait, à pratiquer le fait guerrier avec ces professionnels de la défense plutôt que des privés. Et ça, c'est justement, comme vous le dites, c'est très culturel. Et est-ce qu'il y aurait un intérêt pour un industriel de gérer ça? C'est-à-dire, est-ce qu'il y aurait, en dehors des questions géopolitiques ou politiques, de doctrine, est-ce qu'il y aurait un intérêt pour un industriel de gérer ce que vous faites, vous, par exemple, ici? Eh ben, en fait, là où il y a un intérêt industriel, il y a un intérêt économique. Voilà. Aujourd'hui, la résilience étatique, elle est possible parce que l'État, justement, est sur certains segments qui ne sont pas du tout rentables économiquement. Et donc, aucun industriel n'ira investir ce champ-là. Même sur la flotte Guépard, qui est quand même l'avenir de l'ALAT, enfin des armées d'ailleurs, puisque c'est un hélicoptère interarmé, où on part sur un soutien externalisé à hauteur de 2/3 de la flotte. On a dit qu'il fallait bien qu'on garde justement l'ensemble du spectre de la chaîne maintenance et logistique au titre des opérations. Parce que aujourd'hui, il est hors de question qu'on ne soit pas capable de déployer les forces armées avec leur autonomie de soutien. Et donc, qui dit autonomie de soutien dit militaires qui font du soutien. Et qui dit aussi, du coup, je vais vous challenger un petit peu sur la question des RH et du recrutement, où j'imagine que vous n'êtes malheureusement pas en reste par rapport à ce qui se passe dans le reste de l'institution, sur la question du recrutement et notamment de la fidélisation. C'est quoi votre regard sur ça et c'est quoi les choses que vous avez mis en place ici au niveau du régiment pour essayer de pallier cette lame de fond un peu nationale? Alors aujourd'hui, la transformation du régiment, elle implique une militarisation du régiment. Donc il y a un flux de recrutement qui a été renforcé, notamment en militaire du rang. On est sur un recrutement qui est aujourd'hui dans la gamme qui est assez faible par rapport à l'armée de terre, mais je recrute aujourd'hui entre 15 et 30 militaires du rang par an, principalement aujourd'hui des ultramarins qui donnent entière satisfaction et le régiment n'est pas aujourd'hui confronté à la même attrition que l'armée de terre et je m'en réjouis. Alors quelles sont les raisons en fait de cette différence avec mes camarades chefs de corps d'autres régiments? Il y a le premier attrait, celui de la garnison, qui est plutôt favorable. Le deuxième, c'est celui de la spécialité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avoir un béret bleu sur la tête, ça veut dire très basiquement faire un tour d'hélicoptère ou un tour d'avion. Et donc ça, en termes de recrutement et de fidélisation, c'est très signant. Et troisièmement, le personnel est très régulièrement projeté.
que ce soit en exercice ou en opération, et bien au-delà, à l'heure où les 2 derniers personnels du régiment sont rentrés il y a quelques jours du Sahel. J'ai encore une quinzaine de militaires sur les autres théâtres. Donc il y a toujours cette possibilité en fait pour les jeunes d'être projetés dans leur spécialité en plus, avec un champ très large de spécialités qui passe du logisticien au pompier, en passant par le conducteur et le maître chien. Donc j'ai un éventail en fait de spécialités qui fait que je vais toucher vraiment plusieurs populations et pas un type de soldat bien défini dans son périmètre. Voilà, j'ai l'avantage de cette diversité. Ça c'est pour la partie militaire du rang. Pour la partie cadre, sous-officier, on est sur une arme de haute technicité qui attire fortement en fait les passionnés d'aéronautique. Il y a l'aspect opérationnel qui est derrière, ce que j'ai évoqué au cours de l'entretien, qui là n'est pas soumis en fait à beaucoup de concurrence, dans le sens où en fait le mécanicien il s'engage avant tout pour être militaire. En fait, il a cette passion aéronautique et cette passion militaire. Et tant qu'il y a les deux, en fait, il bascule pas en lieu de travail chez Airbus Hélicoptère. Les bascules chez les industriels, elles font l'objet d'un protocole entre le Comalat et les industries pour limiter justement les flux de départ. Donc tout ça c'est bien cadré. Et chacun agit dans son fuseau. Donc je considère qu'aujourd'hui la concurrence elle est limitée. Voilà. L'armée de terre est attractive. Voilà. Pas très attractive, enfin la LAT est est assez attractive par cette spécificité aéronautique, et le secteur de l'aéronautique a fortement augmenté post-Covid. On voit aujourd'hui que ça stagne un peu, donc il y a aussi moins de débouchés. Donc je considère que pour les cadres, en fait, le risque est maîtrisé, en tout cas pour le recrutement et la fidélisation qui va à côté. D'accord. C'est vrai qu'on peut se dire, or, j'imagine que c'est pas un argument que vous mettez tout de suite sur la table, le fait de penser à l'après, pour la reconversion pour les jeunes qui viennent ici. Est-ce que c'est un élément, est-ce que vous le remarquez quand même? Est-ce que les gens font une deuxième partie de carrière dans l'industrie ou pas forcément? Pas nécessairement en fait. Pour le coup, ils savent que c'est possible. La conjoncture n'est pas toujours favorable. Aujourd'hui, la conjoncture n'est pas très favorable à un recrutement dans le secteur aéronautique pour les raisons que je viens d'évoquer. Donc c'est assez partagé, c'est très propre. Il n'y a pas de tendance générale. Hein. Chacun a son avis. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, que ce soit les équipages du régiment, les mécaniciens ou les logisticiens, ils ont tous une spécialité qui leur permettent de se reconvertir facilement. Et après, le militaire, de base, de toute façon, il est assez recherché, puisque sa rigueur et sa discipline en font un atout pour son employeur, au-delà de la spécialité en elle-même, qui est aussi recherchée. Après, moi, j'y vois aussi, il y a quand même un avantage à cette bascule. Hein. C'est que on évoquait tout à l'heure le modèle anglo-saxon, le complexe militaro-industriel américain. Il ne tient globalement que par le recrutement d'anciens militaires. Voilà, donc je vois une vertu aussi à l'armement d'un certain nombre de postes dans nos industries privées par d'anciens militaires qui ont cette connaissance opérationnelle qui permettent de bien définir les besoins des armées. Donc c'est aussi pour ça que moi je suis pas là pour fermer la porte. Il faut voir le système dans sa globalité et tout le monde tout le monde s'appuie mutuellement. Voilà. Donc, et on y trouve un intérêt, à condition que ça soit maîtrisé, évidemment. Et puis j'imagine que la qualité des personnels va être aussi révélatrice de ce choix purement monétaire, par exemple. C'est-à-dire qu'on en parlait dans un précédent épisode du podcast avec un mécanicien du 4e RHFS
qui disait oui, je pourrais bien sûr être mieux payé si je passe le grillage à côté, mais en même temps je fais ça pour mon pays, je fais ça pour parce que j'ai des convictions, etc. Donc, Alors, il y a tout justement cet aspect militaire, c'est que le jour où le mécanicien il a plus cette fibre militaire, effectivement il n'y a rien qui le retient dans l'institution, au-delà de ses engagements contractuels, évidemment, avec l'institution. Mais aujourd'hui, le mécanicien aéronautique militaire, non seulement il fait de la mécanique aéronautique comme un mécanicien d'Airbus hélicoptère ou des Lignes, mais en plus il a son métier de soldat. Donc effectivement, comme ce témoignage du 4 le montre, c'est bien une globalité. En fait, moi je connais pas beaucoup de mécaniciens dans le monde qui soient capables en fait de changer une poutre de queue de cougar sans moyen de levage au fin fond du désert. Et pourtant ça a été fait pendant l'opération Barkhane. Donc ça c'est justement ce à quoi on prépare nos mécaniciens. Vous rencontrez les mêmes problématiques que d'autres secteurs assez spécialisés, je pense par exemple aux cybercombattants, qui peinent aussi parce qu'ils sont, même si c'est la même logique, il y a une synergie autant que des différences avec le secteur privé. Mais il y a ce besoin quand même d'attirer les jeunes à l'uniforme, aux valeurs qu'il y a derrière l'armée. Comment vous, ça se matérialise peut-être aussi au niveau local ici à Montauban, sachant qu'à Montauban, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quand même un des départements, enfin le 82 est un département les plus militarisés de France. En ratio à sa population, oui. Ouais, vous avez raison. Déjà, je l'ai dit un peu plus tôt, mais il faut donner du sens à l'action. Il faut expliquer en fait, pourquoi on fait cette opération de maintenance, pourquoi je livre telle pièce de rechange, pourquoi je convoie tel hélicoptère, pourquoi je convoie telle pièce de rechange. Ça va les comprendre. Et ça, le sens, donner du sens à l'action, ça se fait à plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'en fait, on est en mode entonnoir, où on a effectivement les intérêts vitaux du pays, les intérêts stratégiques, l'intérêt de l'armée de terre, l'intérêt de la LAT et l'intérêt du régiment. Voilà. Et ça, en fonction du niveau de responsabilité, chacun en fait prend en fait cet objectif de niveau supérieur qui doit guider en fait l'action et doit permettre à chacun de comprendre pourquoi il fait cette action et pourquoi il doit remplir impérativement cette mission. Localement aussi, ce qu'on met en place, c'est très simplement, et ça se fait aussi dans le secteur civil, c'est du parrainage. C'est-à-dire que tous les jeunes du régiment, quel que soit le niveau, c'est-à-dire officier, sous-officier, militaire du rang, personnel civil, quand il arrive au régiment, il est parrainé par un plus ancien, alors, qui le guide sur le plan militaire, pour le personnel militaire, qui le guide sur le plan technique, pour tous, qui le guide dans la vie courante, voilà, c'est une sorte de grand frère qui lui donne en fait les clés de lecture de son environnement. Donc, et ça le parrainage, ça se concrétise de plusieurs manières. La première, c'est l'arrivée au régiment. Un jeune qui arrive au régiment, un jeune militaire du rang, il s'engage au titre du régiment. Donc il doit être présenté à l'étendard du régiment pour comprendre voilà, ce que représente l'étendard, ce que représentent les trois couleurs, ce que représente le symbole du régiment, ce que représente donc le régiment. Ça, c'est une sorte de parrainage en fait régimentaire en accueillant les tout jeunes devant l'étendard. Ça passe par une veillée et une cérémonie, en présence des familles, pour que les familles aussi comprennent cet engagement. Et ça, c'est important de comprendre, notamment chez certaines familles, doivent comprendre que le soldat, quand il s'engage, il s'engage potentiellement jusqu'au sacrifice suprême. Et ça, c'est très très important de le rappeler aux familles, dont certains n'en ont pas conscience. Ensuite, il y a cette cérémonie propre de parrainage qui fait l'objet en fait d'un parcours de tradition dans la salle de tradition du régiment, voilà, qui permet de connaître l'histoire du régiment. Le 9e RSAM est un régiment jeune, mais qui a eu deux vies. Une première entre 87 et 99 à Phalsbourg, régiment qui a assuré le soutien de la 4e division aéromobile à l'époque. Voilà. Régiment qui a rené de ses cendres
en 2010 sous la forme d'un bataillon et d'un régiment en 2017. Et donc c'est cet historique-là, aussi jeune soit-il, voilà, qu'il faut faire connaître et qu'il faut expliquer pourquoi le régiment est si jeune, pourquoi il a existé, pourquoi il était dissous, pourquoi il était recréé, pourquoi à compter de 2023 sur sa cravate il y a la médaille de l'aéronautique. Et c'est quelque chose de fort. La médaille aéronautique, c'est une forme très forte de reconnaissance de l'expertise aéronautique du régiment. Et quand je dis expertise aéronautique, ça va des équipages aux mécaniciens, aux logisticiens. Chacun dans son fuseau a agi pour que le régiment puisse se faire remettre cette magnifique médaille. Et donc c'est bien ça que le personnel localement vient chercher, vient prendre, vient s'approprier, parce que c'est leur régiment. Moi, comme chef de corps, je suis là de passage, en fait. Mais c'est bien le régiment qui va faire vivre, qui va être fier de servir son régiment. Et donc, localement, c'est bien l'environnement du régiment, son histoire, ses capacités, ses missions, c'est un tout qui fait que le personnel il va porter les valeurs du régiment de manière très naturelle, tant en métropole qu'en opération. C'est-à-dire qu'il n'aura plus besoin de son chef, en fait c'est ça aussi, pour porter. Il n'aura plus besoin de son parrain pour porter à son tour la flamme du régiment. Vous l'avez dit, il y a beaucoup de civils de la défense, enfin civils aux armées dans votre régiment. Vous avez même une civile qui est chef d'unité, enfin commandant d'unité. Commandant d'unité. Ouais. C'est pas tous les jours qu'on voit ça. Comment ça se passe pour vous au quotidien au niveau du commandement parce qu'il y a beaucoup de chefs de corps qui sont passés dans ce podcast et à chaque fois je pose un peu la même question sur pour vous, c'est quoi la différence entre le commandement et le management? Parce que c'est un peu comme vous étiez chef d'entreprise aussi d'avoir des gens sous vos ordres pour une tâche précise. Là, le fait d'avoir des civils, enfin beaucoup de civils, est-ce qu'il y a un changement majeur ou pas finalement? Alors la réponse est non. Et surtout, il ne doit pas y en avoir. En fait, pour revenir sur mes propos juste avant, il n'y a qu'une mission, il n'y a qu'un régiment, il n'y a qu'une histoire, donc il y a du personnel, il n'y a qu'une richesse humaine qui sert les missions du régiment. Et je vais casser un peu une vieille image d'Épinal qui colle au régiment, celui d'un régiment très fortement civilisé. Aujourd'hui, le régiment, c'est 40% de civils. Alors effectivement, on a connu une période où on était plutôt à 50-50. Aujourd'hui, c'est 40% de civils. Quand le régiment aura fini sa militarisation, ce sera 30% de civils. Donc on va être sur un format exactement identique d'un régiment du matériel qui conserve un socle de personnel civil pour poursuivre les missions du régiment en base arrière pendant que le personnel militaire est projeté. Ça donne de la cohérence, une continuité dans le maintien en conditions opérationnelles aéronautiques de l'armée de terre. D'accord. Donc en fait, ce personnel civil, et je l'explique à tous, il est indispensable. En fait, c'est pas parce que le régiment se transforme que l'ensemble du personnel civil va disparaître. Il a sa place dans la transformation, et notamment j'ai des pépites du régiment qui sont portés par du personnel civil. L'impression 3D que le régiment porte comme unité expérimentateur du MCOA pour l'armée de terre, c'est du personnel civil qui a porté l'ensemble du projet. Et à un niveau qui est reconnu jusqu'aux plus hautes autorités de l'armée de terre. Donc chacun dans son fuseau, quel que soit son statut, je veux dire qu'on soit officier, sous-officier, militaire du rang, fonctionnaire, agent sous contrat, ouvrier de l'État, ils ont tous qu'une mission, et surtout ils ont qu'une devise, c'est de dépasser l'horizon. Et ça, ils l'ont bien compris dans les ordres que je donne. Bah, vous m'avez trouvé la transition parfaite pour parler de l'imprimerie en 3D. Effectivement, j'ai pu voir à quoi ça ressemblait et c'est vraiment impressionnant de voir à quel point
on n'a pas trop l'habitude de voir ça dans un environnement militaire, le fait d'aller chercher, vous allez me dire que j'ai tort, mais c'est d'aller chercher des petites solutions, parfois peut-être un peu hors hiérarchie, dans le sens où on n'attend pas forcément d'avoir un cahier des charges très précis, mais on va innover à son niveau. D'habitude, on le voit peut-être dans des unités un peu comme les forces spéciales, des petites unités. Là, le voir sur un régiment, c'est assez intéressant. D'où est venue cette initiative et en quoi ça consiste? Alors déjà, en préambule, l'innovation, par essence, elle n'est possible qu'en laissant de l'initiative aux subordonnés. Si on verrouille tout, il n'y a pas d'initiative et donc on ne peut pas innover. Pourquoi le régiment en est venu à se doter de capacités d'impression 3D? C'est dans le cadre d'une expérimentation lancée en 2020 par la direction de la maintenance aéronautique pour faire entrer l'impression 3D dans le MCO aéronautique. Voilà. Donc le régiment a été désigné par l'armée de terre pour emporter l'expérimentation au titre de toutes les unités aéronautiques de l'armée de terre. Expérimentation qui se poursuit toujours, qui a permis d'étendre nos capacités à de l'impression de pièces de drone et qui demain devrait basculer en forme de ferme 3D avec des capacités à la fois professionnelles et industrielles pour apporter une solution centralisée en impression 3D au profit de la brigade et des autres unités ALAT ou de l'armée de terre pour le champ drone. Donc en fait, assez naturellement, le régiment participe à la dronisation de l'armée de terre, a une capacité élargie de soutien des unités ALAT par le développement de cette capacité. On verra demain si on va jusqu'au bout de ce soutien de bout en bout, où on dote chacune des unités ALAT de cette capacité-là. D'accord, ça c'est le step d'après. Il y a la dotation de chacune des unités, de maintenance des régiments, et le fait de faire des rechanges qui soient avionnables sur aéronef, et donc sur lequel en fait on a dépassé la problématique de la certification de la pièce et de la propriété intellectuelle. Voilà, donc ça c'est des sujets qui sont portés par la DMAE, sur lesquels nous on voudrait déboucher pour donner en fait une autonomie renforcée de soutien de la brigade. Oui, parce qu'on a peut-être oublié de le préciser, ou en tout cas d'insister dessus, mais vous ne gérez pas que la maintenance hélicoptère, mais aussi les drones de l'armée de terre. Oui, alors justement, c'est là où je disais qu'on participe à la dronisation de l'armée de terre. Donc, les drones pour le régiment, c'est 3 aspects. Le premier, c'est celui qu'on vient d'évoquer, en apportant soit des pièces complémentaires aux drones pour renforcer en fait leur emploi, soit produire des pièces de rechange de drones, ça c'est possible, c'est pas encore joué, mais aujourd'hui c'est possible parce qu'on a fait des travaux de modélisation d'un certain nombre de drones qui permet d'envisager cette solution en fonction des contrats de soutien qui sont aujourd'hui portés par la DMA. Le deuxième aspect du drone, c'est que le régiment a été désigné comme magasin central, donc des pièces de rechange pour les drones qui disposent d'un contrat de soutien et donc d'un stock de rechange. Donc tous les drones concernés passent par Montauban avant soit d'être projetés, soit d'être livrés au type du plan d'équipement des unités de l'armée de terre. Et puis le troisième point, c'est doter le régiment d'une capacité drone, que ce soit au quotidien pour sa préparation opérationnelle ou dans son engagement pour s'implanter sur un site de maintenance, effectuer une reconnaissance avec son convoi logistique, etc. Voilà, pour participer à la manœuvre tactique du régiment. Le drone sera incontournable en fait demain. Donc le régiment sera doté certainement dans les années à venir de cette capacité-là et donc devra aussi apprendre à manœuvrer avec ces drones. On voit même que c'est même devenu incontournable aujourd'hui, quand on voit le théâtre en Ukraine, et encore plus cette question de la maintenance, puisque les Ukrainiens utilisent beaucoup d'imprimantes 3D en continu H24 pour fabriquer des nouveaux drones ou des petits systèmes de nacelles pour pouvoir aussi les transformer en armement. Quel regard vous portez sur ça, justement ? Est-ce que vous pensez qu'on va arriver à
à un peu un système équivalent où on va commencer à réfléchir à adapter les drones pour de l'armement, du largage, ce genre de choses? Alors, déjà, on a légiféré sur l'emport d'armement sur les drones. Donc aujourd'hui, la France s'est positionnée et a dit que c'était possible. Et d'ailleurs, on en a fait le premier emploi au Sahel, qui a plutôt donné satisfaction. Ensuite, la question, c'est celui de la réactivité en fait des armées sur une innovation. Donc aujourd'hui, on voit bien, et le retour d'expérience, que ce soit en Ukraine, dans le Haut-Karabakh ou à Gaza, est largement utilisé par le commandement du combat futur pour développer des capacités nouvelles, renforcer les procédures en fait d'homologation, soit des pièces de rechange, soit des systèmes complets. Et donc le régiment, lui, s'inscrit complètement là-dedans. En fait, parce que, comme vous le dites, les théâtres chauds du moment nous montrent que cette capacité-là, elle est en devenir. Aujourd'hui, le nombre de drones dans l'armée de terre, et qui va encore augmenter, montre que la dronisation de l'armée de terre, en fait, elle est largement en marche, en fait. Et donc, si on veut garder cette souplesse d'emploi et une capacité à régénérer ce système-là, ou à le remplacer rapidement, l'impression 3D est incontournable. Et on y passera forcément. Et donc se pose la question de créer une ferme dédiée ou de répartir dans les unités pour donner à chacun cette capacité à relancer son action en produisant soi-même. Ça, aujourd'hui, c'est pas encore déterminé. Mais voilà, l'expérimentation que conduit le régiment dans le domaine aboutira à un moment ou l'autre à des propositions qu'on fera à la brigade, au Comalat, à l'armée de terre, pour que justement l'armée de terre puisse se positionner, notamment vis-à-vis des contrats de soutien qu'elle paye pour un certain nombre de systèmes de drones, pour savoir si on réduit la part de soutien contractualisé et on donne de l'autonomie aux unités sur de la régénération. Voilà. Aujourd'hui, la question est encore suspens, mais elle est posée. C'est étonnant de voir que les industriels ne se saisissent pas forcément de cette thématique, non? J'ai l'impression qu'on parle beaucoup d'économie de guerre, beaucoup de... En fait, aujourd'hui, encore une fois, je reviens sur l'intérêt économique. L'industriel, lui, il préfère vendre un système de soutien complet, sur lequel il va marger, plutôt que des solutions low cost, sur lesquelles forcément il va moins marger. Ça ne veut pas dire que l'industriel, il n'a pas adopté le fait impression 3D. On a le système carburant du Rafale, aujourd'hui, il est produit en impression 3D. Mais il est certifié par Dassault et mis en œuvre par Dassault. Donc c'est une capacité qui maîtrise. Donc, et c'est quelque chose que nous, on doit aller chercher aussi. Et sur lequel on doit partager, encore une fois, on parlait de la place de nos industriels dans le paysage du MCO aéronautique. Voilà, c'est un sujet sur lequel il va falloir un moment aussi qu'on se mette autour de la table pour dire, voilà, qu'est-ce qu'on met dans les contrats de soutien? Est-ce qu'on inclut l'impression 3D? Ou est-ce qu'on dit, on garde cette capacité à notre main et on le précise dans le contrat, que l'impression 3D vient en complément, etc. Ou on paye des royalties sur l'impression 3D qu'on fait. Voilà. Tout ça, c'est un cheminement intellectuel que doit conduire l'ADMA, qui est leader sur le sujet, en accompagnement des armées, et de l'armée de terre en particulier. Il y a un dernier point qu'on n'a pas beaucoup évoqué, mais c'est un point important parce que c'est une spécificité aussi de cette unité, de ce régiment. C'est les avions Pilatus PC-6 que vous avez. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Oui, je peux dire que c'est un avion remarquable. C'est un avion remarquable, extrêmement rustique, qui est capable de poser quasiment n'importe où, notamment sur des terrains sommaires, comme il l'a montré au tout début de son engagement avant Barkhane en Mauritanie, au profit des forces spéciales au tout début des années 2010. Donc c'est un avion qui permet pour l'armée de terre, alors au quotidien en métropole, d'acheminer des pièces de rechange au plus près des unités,
des pièces de rechange ou des renforts en personnel. Ça permet de larguer des petits colis ou du personnel au plus près. Donc ça en liaison soit avec les forces spéciales, soit avec la 11e brigade parachutiste. Et ça permet de le faire à la fois en métropole comme en opération. L'avion qui a été déployé entre 2013 et 2022 en BSS montre aussi l'apport dont il a fait l'objet, et notamment en renforcement des missions que j'ai déjà évoquées. Il permettait de faire du renseignement d'origine à la fois image et électromagnétique, en liaison avec les unités spécialisées, pour appuyer la manœuvre aéroterrestre. Donc ça, c'est des capacités qu'on essaye de maintenir dans le cadre de notre préparation opérationnelle interarmes, pour maintenir ces compétences qui n'étaient pas spécialement développées avant en fait qu'on les mette en œuvre en opération. Donc ça, c'est quelque chose qu'on veut quand même maintenir. Et puis surtout, aujourd'hui, en fait, se pose la question du renouvellement de l'avion. Donc on est à l'aube d'une nouvelle LPM dans laquelle il est prévu le renouvellement de la flotte avion. Donc se pose la question en fait du besoin de l'armée de terre aujourd'hui pour son aviation légère. Elle reste légère justement parce qu'on a des petits avions. Voilà, donc la question aujourd'hui, le besoin de l'armée de terre, c'est de faire sauter des parachutistes et de convoyer tout type de pièces de rechange, aussi volumineuses soient-elles, au plus près des unités. Voilà. Donc il y a un vrai travail qui est fait en liaison avec l'état-major de l'armée de terre et le Comalat pour bien définir le périmètre, étudier les solutions sur étagère qui existent, voilà, pour savoir sur quel avion, à coût minimum évidemment, notamment sur l'évolution de l'infrastructure aéronautique du régiment. Donc voilà, ça c'est un sujet aussi, c'est un autre défi pour le régiment, qui est voilà, d'avoir une occasion supplémentaire, d'être au plus près de la manœuvre de l'armée de terre, pour répondre à son besoin opérationnel avec des avions, qui est quand même justement une capacité unique pour l'armée de terre, pour continuer à apporter ce petit supplément en fonction de la typologie des missions de ces avions. On a fait un bon tour d'horizon. Est-ce que, pour terminer, vous auriez un conseil à donner à peut-être un jeune officier qui se destine à ce métier, à cette spécialité de la maintenance, ou un conseil peut-être qu'on vous a donné, vous, pendant votre temps à Saint-Cyr, ou après, qui vous a particulièrement aidé, que vous aimeriez partager? Justement, moi déjà, c'est d'écouter ce tour d'horizon pour pouvoir mieux le dépasser, cet horizon, pour revenir à la devise du régiment. Un jeune officier, aujourd'hui, quelle que soit sa spécialité, et pour le coup, il y en a quand même plusieurs au régiment, même si on veut se focaliser ici sur l'officier qui est spécialisé dans la maintenance des matériels aéronautiques. Moi, j'ai qu'un seul mot, en fait, c'est de commander. En fait, le commandement l'emmènera partout. À partir du moment où il commande ses subordonnés comprendront le sens de la mission, ça donnera du sens à leur action, et donc les subordonnés seront capables d'appuyer l'action du jeune officier, quel que soit le contexte. Et c'est ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est le plus important. Et le commandement, pour un officier mécanicien, il est double. Pour revenir à cette notion de double service, il est strictement militaire, dans le commandement des subordonnés, au quotidien, dans la vie courante, et il est technique, avec les responsabilités techniques de remise en ligne de vol d'un aéronef, qui est quand même pas anodin, notamment si l'aéronef tombe juste après avoir signé cette responsabilité. Je suis pas sûr que l'officier dorme bien quand les gendarmes viendront le voir. Voilà. Mais par contre, ce que je lui dirais, c'est qu'il doit commander, et donc il va prendre ses responsabilités. Il prend ses responsabilités, ça veut dire qu'il est bien formé, qu'il est conscient des responsabilités qui sont les siennes, de celles qu'il engage au profit de ses subordonnés. Donc
C'est vraiment commander, pour moi c'est le maître mot. Ça doit l'emmener à dépasser son horizon. C'est une très belle conclusion. Merci pour votre accueil ici à Montauban. Merci pour votre écoute. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu et que vous voulez soutenir notre travail, abonnez-vous à notre magazine en vous rendant sur le site défense-zone.com. À très vite pour un prochain épisode du podcast.